Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles dans le cadre du magazine agricole Brave Paysan, diffusé tous les dimanches en 15 sur RTI 1 pour parler d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Cette semaine, l'équipe du magazine agricole Brave Paysan a rendu visite à des riziculteurs, en même temps multiplicateurs de semences. Le riz est consommé partout en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Suivez ces 26 minutes. Le riz est une plante annuelle qui s'adapte à des conditions de température très diverses, mais chaudes comme celles que l'on trouve sous le climat équatorial et le climat tropical, ou tempérées comme celles du climat méditerranéen. On le trouve donc de l'équateur jusqu'au 45e degré de latitude. La culture peut se faire jusqu'à près de 1900 mètres d'altitude. Pour tenir compte des conditions de température, les hommes ont réussi à travailler diverses variétés de riz qui croissent plus ou moins rapidement. Les variétés les plus rapides ont besoin d'environ 90 jours pour faire leur cycle végétatif. Les variétés les plus lentes peuvent disposer de plus du double de temps. La moyenne est de 160 à 180 jours. En Côte d'Ivoire, il est cultivé presque un peu partout sur le territoire. L'équipe du magazine agricole Brave Paysan s'est rendue à Yamoussoukro pour rencontrer des riziculteurs qui sont également multiplicateurs de semences. Je m'appelle Yao Kwaku Marcel. Je suis producteur de riz paddy et multiplicateur de semences. Nous sommes ici sur le site de le périmètre rizicole de Subiakro, un périmètre aménagé où on a une maîtrise totale de l'eau. Et les différentes variétés que je produis ici, il y a le Palawan d'origine philippine, et puis il y a le 8 à 9, et puis deux fois aussi le CB1 qu'on appelle communément le riz noir. Alors dites-nous, comment se fait la multiplication de semences? Concernant la semence, l'OND nous a beaucoup appuyé parce que concernant la formation, ils nous ont formés. Et ils nous ont formé comment tenir un champ de semences et ça s'est bien passé. Grâce à cette formation, aujourd'hui j'ai une maîtrise totale concernant la multiplication de semences. Et comment ça se passe? Au départ, on signe un contrat avec l'ONDR et puis ils définissent la variété. Dans mon cas, c'est le 8 à 9. Ils nous donnent la semence, les engrais. Sur le terrain, quand d'abord j'ai la semence, je fais une bonne préparation du terrain. Je fais un labour, un premier labour et puis un deuxième labour, suivi d'un planage. Et puis je fais le semis de la pépinière et je commence mon repiquage. Mais je commence le repiquage très jeune. Et aujourd'hui, avec le système de riziculture intensive qu'on appelle SRI, j'utilise au moins 10 kg pour mettre en place 1 hectare. On repique un brin par poquet et avec ce système aussi, ça nous permet d'économiser un peu en semences. Donc, après, quand on fait le repiquage, il faut faire l'entretien. On commence l'épuration pour avoir un champ homogène et une semence de qualité. Maintenant aussi, il y a le contrôleur qui vient, qui contrôle. Si c'est bien suivi, si les patients bien suivis au premier passage, il vous donne des conseils. Et au prochain tour, encore, il vous donne des conseils et à la fin, même si le riz est mûr, il faut qu'il donne son accord avant de pouvoir récolter le champ. Et même quand vous récoltez jusqu'au battage et au séchage, l'OND aussi envoie des agents pour essayer de prendre le taux d'humidité. C'est quand c'est OK que maintenant on fait la mise en sac et la pesée. Et après vous vous rendez pour qu'on puisse vous payer. La culture du riz est-elle rentable? Je pense qu'aujourd'hui, je suis fier d'être riziculteur parce que grâce au riz, j'ai pu construire ma maison que j'habite aujourd'hui. Je scolarise mes enfants tranquillement. Il y a d'autres même qui sont dans les grandes écoles. Donc, je ne me plains pas parce que quand je fais au moins pour 1 hectare, tourne autour de 8 tonnes, des fois, voire même un peu plus. Alors, quand j'ai 8 tonnes, le coût de production tourne autour de 450 000. Et si on m'achète la semence à 275 francs, quand on fait un petit calcul, on voit à peu près ce que je gagne. Donc, je peux dire que grâce au riz, sincèrement, je n'ai pas à me plaindre. Il lance donc un appel aux jeunes. En Côte d'Ivoire, on a la chance
La nature nous a déjà trop gâtés. On a les pluies, des périmètres aménagés par l'État de Côte d'Ivoire. Quand on regarde, ce n'est pas exploité à 100%. Donc je lance un appel à mes frères jeunes de venir, de se mettre au travail parce que le riz nourrit son homme. Moi, c'est mon activité principale. Je suis très fier parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien à envier à un fonctionnaire. Nous nous sommes rendus après Soubiakro, à Zata, là où nous avons rencontré M. Nguessan Paul. Je fais partie de la Coprorie, la coopérative des producteurs de riz, dont nous sommes plus de 230 membres et plus de 300 hectares que nous exploitons. En plus de la production de semences, je produis aussi le paddy pour la consommation des Ivoiriens. Plusieurs variétés de riz sont cultivées par cette coopérative. En plus de 8 à 9, nous avons d'autres variétés, telles que ce qu'on appelle communément Acadie. Il y a d'autres variétés qui viennent d'être homologuées, par exemple Aurélix 6, et il y a les CB1. Et toutes ces variétés sont prisées par les Ivoiriens. Alors pourquoi? Parce que c'est du riz frais. Le riz local avait un problème, on trouvait qu'il y avait trop de sable dedans. Mais nous avons maintenant les décortiqueries qui nous permettent de juguler ce problème-là. Pour lui, le métier est certes passionnant, mais comporte des difficultés, tout comme dans tous les domaines d'activité. Le travail que nous faisons, il y a beaucoup de pénibilité dedans. Le cri de cœur que je vais faire, c'est que si l'État veut que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz, il faut qu'il s'investisse un peu plus. C'est-à-dire qu'on se rend compte que même les motoculteurs ne sont pas adaptés. Il faut des tracteurs pour que nous puissions faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz. Nous avons les superficies, nous avons les riziculteurs, il nous faut des moyens. Nous ne demandons pas à ce qu'on nous donne des cadeaux, mais au moins qu'on ait accès au crédit pour pouvoir acheter des machines et les intrants pour pouvoir travailler. La production de riz blanchi est passée de 550 000 tonnes en 2011 à 1 220 000 tonnes en 2013 et 1 400 000 tonnes en 2016. L'objectif de la SNDR est d'arriver à environ 2 millions de tonnes en 2020. Il faut noter que le gouvernement ivoirien a créé début janvier une agence de développement de la filière riz, ADRI, afin de relancer sa politique rizicole en remplacement de l'ONDR. Nous parlons de la valeur de la semence et des projets de développement agricole. Quand on parle de valeur, on parle de chiffres. L'existence de la semence est binaire. C'est l'existence de la semence qui est le fondement de tout projet agricole. Vous avez de la semence, vous produisez, vous n'avez pas la semence, vous ne pouvez pas produire. L'existence de la semence est la mission de la recherche. C'est la quantité de la semence qui dimensionne un projet. Si vous voulez faire 1000 hectares, que vous avez la semence de 10 hectares, vous ne pouvez que planter 10 hectares. Le potentiel de la semence est déterminé par la chaîne de mise en valeur. Ça veut dire avoir une bonne terre, faire une bonne pratique culturelle et avoir une possibilité. Cela est de la responsabilité de l'agriculteur. La qualité de la semence donne la viabilité de tout projet. Si vous avez une semence qu'on vous dit qu'elle fait 2 tonnes à l'hectare et que vous la plantez, vous avez 1 tonne, votre projet n'est pas viable. Cette sécurisation est faite par l'État au niveau de la semence certifiée. Il va se dire qu'il faut former tout ce monde et les professionnaliser. Nous disons que la semence agit à 80% de l'activité agricole, en moyenne pondérée, et 20% pour la formation et la professionnalisation des acteurs. Il faut pouvoir produire les semences adaptées. Le problème que nous avons, la recherche trouve la semence. Il faut les producteurs de semences pour qu'il y ait la semence disponible aux producteurs, pour qu'il y ait la productivité agricole. C'est les producteurs de semences qui tracent la voie du développement agricole, qui mettent à la disposition la semence, qui remet de la nouvelle qualité et qui fait progresser l'agriculture. Il n'y a pas de producteur de semences, la recherche se meurt, la productivité baisse et la famine s'installe. Pour accroître le taux de transformation des principales productions agricoles de la Côte d'Ivoire et faire du secteur agro-industriel un puissant levier pourvoyeur d'emplois et de richesses, le gouvernement ivoirien a consacré l'industrialisation comme l'un des principaux piliers de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Certaines braves dames, ayant compris la portée de cette politique, ont décidé de faire de la transformation de produits agricoles leur métier principal. Tel est le cas de Lucie Bakayoro, PCA de la coopérative Amounian. Amounian qui veut dire en langue, ouais, avançons ensemble.
allons de l'avant. On a créé nos coopératives depuis 2003. C'était de manière informelle. C'est en 2007 qu'on a eu, on allait au ministère de l'Agriculture, qu'on a eu notre agrément. Au départ, on faisait la production des vivriers, le piment, le gombo. Et à la suite de cela, on a commencé à faire la transformation. Parce qu'aujourd'hui, on produit beaucoup. Par exemple, le manioc, il est beaucoup à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est notre nourriture de base. Chaque année, on plante, mais on n'arrive pas à tout consommer et ça pourrit dans la terre. Étant représentant de la Chambre d'agriculture dans la région du Guémon, quand je fais plusieurs réunions, Alpha Kobi m'a dit, mais présidente, il faut penser à transformer. Regarde, nos manioc là, ça pourrit, il faut nous aider. Et on a pensé à la transformation du manioc. On a commencé à déposer nos projets un peu. Si on a les villages, les femmes elles transforment leur attiqué, elles font leur placali, qu'elles vendent aux gens du village. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aller au-delà de ça. Aujourd'hui, grâce à la DGE, on a pu avoir quelques machines, au moins 3 machines, pour faire la transformation du manioc. Installée à Bingéville, ville située à près de 12 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, la coopérative transforme le manioc sous plusieurs formes. On a plusieurs sortes de transformations. On peut faire la farine comme le placali, mais la farine aussi, il y en a 2 sortes. La farine panifiable pour faire le pain et la boulangerie, et la farine pour le placali et le taux. Si on veut faire la farine panifiable, dès qu'on a le manioc, on l'épluche, bien lavé, bien découpé en petits morceaux. On réduit ça en pâte. On met dans le broyeur qui réduit ça en pâte. Et la pâte, on va l'essorer, bien essorer. On met la machine maintenant pour sécher. Donc dans le séchoir à gaz, qui marche aussi à courant, on met pour sécher ça. Et quand on a fini de sécher le manioc, on met dans la machine pour moudre la farine. Et ça nous sort soit de la farine de placali, soit de la farine de manioc. Aujourd'hui, la coopérative qui veut accroître sa capacité de production souhaiterait avoir des unités de transformation plus performantes. Comme nous sommes au début de la transformation, c'est vrai, c'est un acquis. On a eu au moins 3 appareils pour commencer à faire la transformation. C'est un acquis. On a applaudi le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales qui nous a aidé à créer ces machines-là. Mais c'est un départ. Et quand on va finir d'installer toutes ces sections à Abidjan, on va avoir besoin de plus de production. Et ces machines que nous avons ne peuvent pas nous emmener à honorer ces commandes-là. Donc on cherche aujourd'hui à avoir des machines plus performantes, avoir un matériel roulant pour nous permettre d'aller livrer nos marchandises. Par exemple, si on a un camion frigorifique, ça peut nous permettre de prendre le manioc frais depuis la région du Guémon pour venir à Abidjan. Pourquoi pas? Aller dans les régions éloignées, parce que tous les jours, je reçois des appels pour dire que, ah, présidente, mais je vous ai vu sur Internet, je vous ai vu à la télé, vous faites le manioc. Mais moi, j'ai 10 hectares de manioc, j'ai 5 hectares de manioc. La présidente Lucie Bakayoro croit que ces appels ont eu un écho favorable. En effet, une délégation de l'Union européenne a visité son unité de transformation. Nos besoins aujourd'hui, c'est d'avoir un fonds de roulement pour pouvoir satisfaire tous ceux à qui nous sommes en train de faire appel. Notre appel a été entendu par l'Union européenne qui est venue ce matin visiter notre usine. Une délégation qui est venue en Côte d'Ivoire pour voir ce qu'ils peuvent faire pour aider les personnes vulnérables. Comment faire pour donner de l'emploi. Et je pense qu'il ne pourrait pas tomber mieux. Parce qu'il y a des jours quand on a une livraison de manioc, là cet espace est rempli de jeunes, de femmes qui veulent venir travailler. Rien que pour avoir quelque chose par jour. Cette délégation, conduite par les agents de la Direction générale de l'emploi, a pu s'imprégner des réalités de cette coopérative. Pour ce qui nous concerne à la Direction générale de l'emploi, il s'agit d'un appui à la promotion de l'emploi des couches vulnérables, dont les femmes. C'est d'ailleurs la raison de cette visite ce matin à cette coopérative-là. Mais au-delà des femmes, il faut voir également les personnes en situation de handicap et les personnes qui ont plus de 35 ans qui sont en difficulté d'insertion. Et au cours de cette mission-là, les 2 experts qui sont à mes côtés doivent rencontrer tous les acteurs qui interviennent sur la thématique emploi et plus particulièrement sur la thématique qui est en lien avec l'emploi des couches vulnérables. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui ont déjà été rencontrés, dont l'agence Emploi Jeunes,
la direction générale du travail, pour tout ce qui est travail décent. Et aujourd'hui, la coopérative, pour voir exactement ce qui se fait sur le terrain de façon pragmatique. Mais il y a d'autres rencontres qui sont en vue. Et à l'issue de toute cette rencontre-là, il y a un certain nombre de recommandations qui seront faites à l'endroit du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, mais de tous les autres acteurs, pour que nous puissions identifier des actions assez concrètes pour faire bouger les choses au niveau donc de l'emploi des couches vulnérables. Des jeunes, hommes et femmes autour d'elle témoignent de la bravoure de cette dame. Ça fait 8 mois que je travaille avec mes soeurs, avec la maman. Bon, depuis qu'on est ici, le travail vraiment, ça nous arrange. C'est une mère qui aime ses enfants, vraiment. Nous aussi, nous prions Dieu que le corps commence à marcher comme ça. Nous aussi, on sera à l'aise auprès de notre maman. D'abord, c'est une femme battante. Elle fait la différence dans le milieu. Ouais, je l'encourage beaucoup. Elle est dynamique et elle a l'amour de son prochain. Ça, c'est le plus important. Elle est humble. C'est ça qui fait sa force. Et je l'encourage à aller de l'avant. On parle du genre. On est combien? Quelques hommes dans ce milieu-là. Je l'encourage à faire appel à plus d'hommes. En plus du manioc, d'autres produits composent la gamme de produits transformés de cette coopérative. On fait plusieurs choses. Nous sommes en train de valoriser l'huile de menthe. Quand on s'en va, on coupe les graines là sur des palmiers qui ont poussé de manière naturelle, sans produits. Et ces huiles-là sont faites sans produits chimiques. C'est fait par nos membres au village et on vend ça sur le marché. On a aussi le champignon noir. Le champignon noir qu'on prend dans nos villages. Ça pousse de manière naturelle. C'est tellement bon pour les diabétiques. On fait aussi la transformation de la banane en chips de banane. La dernière fois, on est parti au salon de l'agriculture avec le ministère de l'Agriculture. Merci, monsieur le ministre. On est parti à nos chips qui ont été bien appréciés. Et jusqu'à présent, les gens nous appellent pour dire on veut, mais pour le moment, on cherche un représentant en France à qui on va donner nos chips pour les vendre sur place. Convaincue que le travail dans le domaine agricole est une belle opportunité pour les sans-emploi, elle lance donc un appel. Je vais d'abord commencer par dire à mes sœurs qui sont à la maison que ça ne paye pas le fait de dormir tout le temps. Il faut se lever, il faut aller chercher. Et nous, au niveau de la coopérative à Mounian, nous sommes en train de recenser des personnes dans chaque quartier qui veulent vendre. Nous sommes disponibles. Il faut nous appeler, on va vous inscrire, on va voir dans quel quartier vous êtes et puis vous mettre en contact avec le responsable de ce quartier et rentrer dans notre plateforme. Maintenant, c'est le genre. Donc les jeunes, les femmes, les hommes, tous ceux qui ne font rien, qui ont envie d'entreprendre quelque chose, qui nous appellent, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Pour les autorités ivoiriennes, la valorisation des produits agricoles locaux est un défi majeur à relever afin d'accroître les revenus des producteurs et des populations rurales des zones de production, permettant ainsi de lutter contre la pauvreté. C'est la maison de la presse d'Abidjan qui a abrité l'Assemblée générale ordinaire de l'APRESAPSI, l'association des prestataires de services agro-pastoraux de Côte d'Ivoire, samedi 30 mars 2019. Au total, 70 personnes, dont 60 membres venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, en plus d'une dizaine de membres du bureau exécutif national, furent installés. Boni Pierre Goli, secrétaire général de l'APRESAPSI, a expliqué dans un discours bref et cohérent la cause de la naissance, les origines et les objectifs de leur association. C'est dans le souci de réglementer et régulariser le secteur de la prestation agricole afin de permettre aux acteurs de jouir du fruit de leur labeur et vivre aisément de leur métier que l'idée a germé. On est sorti de l'agriculture extensive, nous sommes de l'agriculture intensive, produit en grande quantité sur une petite surface. Et avec les innovations comme les systèmes d'irrigation, les engrais biologiques, je pense bien que la Côte d'Ivoire a de l'avenir dans cette agriculture. Donc il faut que toute la jeunesse s'y mette. Et la Côte d'Ivoire peut compter sur cette jeunesse parce que nous avons actuellement une jeunesse consciencieuse qui réfléchit, qui veut apporter un plus, une innovation à cette agriculture. Après l'allocution du président du comité d'organisation, en la personne de Jean-Philippe Agoussi,
Le président, parrain initiateur de la Présapsi, Alomo Kwasi, dans son allocution, a expliqué les causes, les orientations, les bienfaits de cette association. Il a exhorté l'Assemblée à adhérer au projet de copropriété ainsi qu'à la Présapsi afin d'être des décideurs de demain sans oublier d'inviter les jeunes au travail de la terre. Je suis un passionné de l'agriculture. Je voudrais inviter tout un chacun à s'y mettre. C'est une bonne chose. La terre est très nourricière. Il faudrait que nous nous intéressons à l'agriculture. Ça peut être une solution contre l'immigration clandestine qui aujourd'hui est devenue un fléau dont tout le monde en parle. Le président du bureau exécutif national de la Présapsi, Marcelin Yao, a tenu à saluer le gouvernement ivoirien pour tous ses efforts consentis pour le développement du secteur agricole à travers plusieurs actions menées ainsi que d'autres encore en cours. Le père fondateur l'a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Effectivement, l'économie de cette nation est reposée essentiellement sur l'agriculture. Donc aujourd'hui, Dieu merci, nous avons eu des écoles de formation, des écoles agronomiques qui ont été faites. Des jeunes sont sortis nombreux. Aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est d'orienter cette agriculture-là, puisque nous partons dans la modernisation. Il est important pour nous d'accompagner tous ces acteurs-là pour que cette agriculture soit le socle du développement de notre pays et surtout aussi du continent africain. Après les échanges entre la direction et les membres sur différents points, certains visiblement satisfaits des résolutions de cette AGO se prononcent à notre micro. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui au niveau de l'agriculture. C'est vrai qu'on parle d'agriculture, mais il y a l'agriculture biologique. Il y a aussi en termes de régulation et de réglementation. Malheureusement, ça je ne parle pas juste de la Côte d'Ivoire, mais au niveau de l'Afrique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et dans ce domaine, c'est une très bonne initiative, une chance, je peux dire, qu'on en prenne conscience et qu'on décide de s'associer. Parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est dans une belle ambiance qu'a pris fin cette cérémonie. C'est à la suite de la première grande sécheresse des années 1972-1973 et devant l'incapacité pour nos fournisseurs traditionnels de bovins et de caprins, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Mali, de satisfaire nos demandes en viande, que la Côte d'Ivoire a pris la décision de dynamiser son élevage dans le but de satisfaire à terme sa demande intérieure en protéines animales. Reconnu comme une activité rentable, l'élevage de moutons intéresse bon nombre de personnes, parmi lesquelles les jeunes Ivoiriens. Ainsi, pour mieux faire connaître ce métier au grand public, l'Association des braves éleveurs professionnels d'ovins de race en Côte d'Ivoire a organisé durant 2 jours, du 30 au 31 mars 2019, une foire. Ces 2 jours ont permis à des éleveurs d'exposer leurs spécimens et de permettre au public de se faire une idée des différentes races de moutons en Côte d'Ivoire, dont la race tchadienne, le Bali-Bali. L'Association des braves éleveurs d'ovins de race en Côte d'Ivoire est une association de plus de 1000 éleveurs de moutons de race. Elle a pour objectif de regrouper les éleveurs de moutons de race, protéger et défendre leurs intérêts, faire la formation et l'encadrement, assister les éleveurs en vue d'augmenter la production et la qualité de la viande ovine en Côte d'Ivoire. À travers cette fois, nous avons montré des spécimens qu'on est en train de développer pour créer une race qu'on appellera Oufoué Kassara. Oufoué Kassara en français qui veut dire le mouton d'Oufoué. Nous savons tous également que le père de la nation, le président, paix à son âme, le président Félix Houphouët-Boigny avait pour emblème le bélier. Et c'est à travers cette association qu'on veut créer cette race et vulgariser. Quelle différence entre l'HKS et puis le Balbal ou bien le Houda ou le Ladoum du Sénégal? L'HKS va être un mouton qui pourra survivre ou être élevé par tout le monde et partout en Côte d'Ivoire. Le Niger, pays invité, a été représenté par M. Abdallah Issoufou. Émerveillé par le travail abattu par les éleveurs ivoiriens, il se dit confiant pour le développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Auparavant, ils disaient toujours qu'ils peuvent améliorer notre race. Et effectivement, je suis venu voir qu'ils ont amélioré l'espèce là mieux que nous-mêmes. Je les encourage beaucoup. Au cours de ces 2 jours, une formation a été donnée aux jeunes qui souhaitent faire de l'élevage leur métier. Aujourd'hui, je suis présente pour avoir plus d'informations sur les moutons sahéliens en Côte d'Ivoire, voir comment est-ce qu'on peut améliorer les spécimens que nous avons déjà vus.
Cet événement a pris fin par la remise des diplômes de participation aux jeunes éleveurs, tous heureux. Nous venons d'épuiser nos 26 minutes. J'ai été heureuse d'être en votre compagnie. Rendez-vous est pris dans 15 jours, vous le savez, à la même heure et sur la même chaîne. Vous pouvez également revoir nos différentes émissions sur notre chaîne YouTube. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. À très vite.